image s'impose à nous lorsqu'on parle de fantômes, c'est l'Écosse. Bien sûr, il y a des fantômes un peu partout. En Europe, en Asie, on les appelle de différentes manières, même le Tupapavou de Tahiti. Nous allons, nous, rester en France. Et nous allons aborder le domaine tout à fait curieux de l'abbaye de Mortemer en Normandie. Il y a 4 ou 5 ans, j'avais tourné pour la télévision japonaise un film là-bas et nous avons vécu un phénomène curieux. Le soir, avec un médium japonais, une dame, et avec mon confrère Iwao Nikora-san, qui est un parapsychologue et très connu au Japon, nous sommes équipés de lampes. Le metteur en scène japonais a voulu qu'il y ait une lampe à pétrole, ça faisait mieux. Et je suivais. Alors il y avait d'abord le caméraman, l'éclairagiste, la femme médium japonaise, Iwao Nikora-san et moi, nous suivions. On s'est arrêté devant la porte de la chambre rose ou bleue, je ne me rappelle plus de la couleur, tout à fait sinistre d'ailleurs, et le couloir était étroit. Alors le mouvement était de Iwao Nikora-san contourner l'éclairagiste et rentrer, franchir la porte. Alors on a ouvert la porte, Iwao Nikora-san est entré, et au moment où il est entré, quelque chose de noir, de très sombre et de bizarre, comme un énorme chien, on ne peut pas dire que c'était un chien, est sorti de là. Mais c'est sorti pas en galopant, c'est sorti en flottant, c'est sorti en se déplaçant au-dessus du sol. Ça n'était pas vraiment un animal, on n'a jamais su ce que c'était, puisque après avoir bousculé le caméraman et celui qui portait la lampe à pétrole qui s'est cassé, tout est revenu dans l'ordre. Les phénomènes de hantise, généralement, gênent ceux qui en sont les témoins ou les victimes. Mais on peut aussi, avec une certaine force de caractère et un bon sens de l'humour, on peut vivre en bonne compagnie d'un fantôme qui n'est pas un trublion. Et c'est ce qui se passe dans le château de Robert Ariane, que nous allons retrouver. Nous sommes à Cabrières-les-Avignons, pas très loin d'Avignon, à l'est d'Avignon, nord-est d'Avignon. Alors, je m'adresse à vous, Robert Ariane, ce château que vous avez acquis vers 1979, je crois. C'est d'abord une bâtisse extraordinaire. Ce n'est pas une bâtisse du siècle dernier, elle est bien plus ancienne que cela, elle est contemporaine de l'ordre du Temple. Tout à fait. Un soir, vous m'avez invité ici avec des amis et j'ai couché dans une pièce à l'étage, nous la verrons tout à l'heure. Et j'ai très bien dormi. Et pourtant, dans le courant de la nuit, j'ai senti une sorte de présence. J'étais bien réveillé, je me suis réveillé. Je n'ai rien vu. Disons une impression fugace d'une présence. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, vous m'avez dit, mais c'est sûrement Roger. Alors, Robert Ariane, ce n'est pas à la tragédienne que je m'adresse, mais c'est à la châtelaine qui n'avait pas l'air du tout surprise. Alors, y a-t-il d'autres compagnons ou entités de ce genre? D'après mes différentes observations et mes rencontres, tout à fait inattendues comme vous pensez, j'ai pu constater qu'il y avait plusieurs entités. Le terme d'entité est obligatoire parce que quelquefois l'on pressent une présence sans pouvoir
tout de suite la cerner ou l'identifier. Elle se manifeste comme un halo, comme une sensation, comme une vibration. Ce château est effectivement un château que l'on s'accorde à dater du XIIe siècle. Mais d'après quelques sondages dans les sols de cet étage, c'est-à-dire du rez-de-chaussée, nous avons plutôt l'impression qu'il précédait. Peut-être pas de cette forme-là, mais en tout cas de quelque chose d'auparavant. Les fondations ont un appareillage qui témoignerait plutôt de la création d'une bâtisse du XIe ou voire même du Xe siècle. Alors pour la question des entités, comme ce château a beaucoup souffert, nous pouvons penser qu'il y a eu beaucoup de personnes décédées de mort naturelle ou violente ici, ou dans ces murs, ou à côté, en tout cas d'une façon très proche. Ceci est la troisième marche d'où part Roger. C'est donc par cette porte qui est maintenant condamnée qu'apparaît Roger, qui sort de l'escalier à vis, qui franchit cet espace et qui se sauve, il reste tranquillement, dans l'angle droit de la cheminée gothique. Roger disparaît dans l'angle intérieur de la cheminée. Mais tout laisse à penser que dans l'épaisseur du mur, il devait y avoir un escalier dérobé, ce qui était très fréquent à cette époque. Car si nous passons ici et que je tape contre ce mur, je me rends compte qu'il y a un cloisonnement et non pas un mur plein. Il se pourrait très bien, nous ne l'avons pas encore expérimenté, que l'escalier se prolonge car il passe dans un souterrain qui est dans la cave. Si nous pouvons descendre, vous verrez ce souterrain, ce couloir qui mène au puits, qui lui-même mène dans un autre puits, qui relie à tout le réseau de puits de toute cette région. Vous dire pour quelle raison cette entité, qui est ma vieille connaissance, ma plus vieille connaissance ici à Cabrières, et j'ose dire mon ami, je l'ai baptisé Roger par intuition, comme ça, comme j'aurais pu l'appeler autrement. Roger est effectivement un personnage très spécial et très proche de mon cœur. Je l'ai rencontré dans les premiers temps lorsque j'ai acheté le château, dans les salles non terminées, en gravats, sans porte, sans fenêtre, avec des absences de murs à certains endroits, enfin la carrière. J'ai rencontré Roger. Je ne suis pas la seule à l'avoir vu. Mon mari, mon fils aîné, mon fils spirituel, mon fils cadet, à d'autres moments où en même temps nous avons vu passer Roger. Il s'est manifesté dans cette salle d'armes, il s'est manifesté dans ma chambre au premier étage, une chambre qui est dans la deuxième partie. Il s'est manifesté donc dans l'escalier et au deuxième étage. C'est donc une connaissance. C'est un très bel homme de 35 à 40 ans, avec un joli visage allongé, type espagnol, très gréco. Il a les cheveux noirs, des yeux noisettes, doux, une petite barbiche à l'espagnol de l'époque du Gréco. Et il me regarde toujours très profondément. Je ne dirais pas qu'il sourit, mais on sent le sourire poindre. Il est plein de gentillesse à mon égard. Il m'observe,
Et évidemment, je lui parle. Est-ce que dans le lot de vos hôtes invisibles, ou visibles quand ils le souhaitent, est-ce qu'il y a des entités féminines? Bien entendu. Ainsi, dans l'oratoire du premier étage, nous pressentons parfaitement la présence d'une femme qui a vraisemblablement beaucoup pleuré et bien entendu prié. Les fantômes, entre guillemets, dont vous nous avez parlé sont extrêmement sympathiques, courtois, ils ne font pas peur à vos invités, à vos hôtes, ni à vous-même, ni à votre famille, ni à votre époux, ni aux enfants. Mais est-ce que tous se conduisent bien? Non. Ah. Non. Il y en a un qui est spécialement curieux et qui se contente de monter l'escalier et de le descendre. Mais il regarde également par-dessus les épaules. Quand on lit un journal ou un livre, on sent le poids du regard de ce personnage qui vous observe. Comme il monte et il descend les escaliers, mon fils cadet l'a baptisé Yo-Yo. Il joue au yo-yo, il monte et il descend. Ce monsieur a été très insolent avec un de mes fils et avec mon mari, qui m'a déclaré ne pas supporter ce monsieur, qu'il avait horreur qu'on lise le journal par-dessus son épaule. Je me rappelle que Maurice Paul m'a dit, il ne me plaît pas, il lit par-dessus mon épaule et j'aime pas ça. Exactement. Merci, Robert Ariane. Je vous en prie et je vous remercie. Je suis ravie d'avoir pu m'exprimer librement de mes chers compagnons du passé. Il y a plusieurs exemples connus de phénomènes de hantise, d'apparitions fantomales, où l'on voit l'entité marcher, parfois flotter d'ailleurs, mais ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas au niveau de notre sol à nous que se manifeste cette entité. Elle flotte parfois nettement au-dessus, ou parfois au-dessous, de sorte qu'on a l'impression que l'entité marche au niveau de ses genoux. Des recherches ont été faites dans ces lieux, et l'on s'est aperçu que 2-3 siècles auparavant, le parquet avait été soit rehaussé, soit abaissé. Et ça, les gens qui avaient fait cette observation ne le connaissaient pas, donc ils n'ont pas pu tricher. Il existe plusieurs théories tentant, s'efforçant d'expliquer le domaine des fantômes. Il y a même une théorie rationaliste qui dit que ça n'existe pas. Évidemment, la secte rationaliste s'évite ainsi de réfléchir. Il y a une théorie qui est séduisante, bien qu'elle me laisse un peu sur ma faim, personnellement, c'est celle selon laquelle les murs pourraient s'imprégner de scènes généralement violentes, de scènes liées à un drame. Et les murs, au gré du temps, restitueraient ces imprégnations, ces infestations, diraient les démonologues, comme une plaque photographique dans son bain révélateur fait sortir une image ou une bande magnétique repassée sur les têtes de lecture, fait entendre des bruits, une conversation. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je crois que c'est vrai, mais quand il y a des effets physiques qui débordent dans notre présent, je ne suis pas sûr que les murs sont capables de restituer des effets physiques. Nous sommes allés dans les Ardennes, à Aiglemont, et là j'ai retrouvé un excellent ami à moi, Jean-Michel Ligeron, qui est ufologue, mais qui se passionne aussi pour la parapsychologie et pour les lieux hantés. Et il a fait une enquête tout à fait remarquable sur un lieu, sur une ferme bien modeste, où se manifestaient les poltergeists, c'est-à-dire des phénomènes liés, dit-on, à des esprits frappeurs. Lorsqu'il me fut donné de prendre connaissance des faits qui se sont produits au cours de l'année 1987, je n'ai pas été informé directement. Je l'ai su par, disons, quelques flashs de télévision régionale, pour ne pas nommer FR3 Champagne-Ardenne. À la suite de quoi, comme dans le cas de la plupart de mes enquêtes, je me suis dépêché de prendre mes renseignements et de prendre contact avec, disons, la propriétaire principale des lieux.
Donc je m'y suis transporté le 13 juin 1987. J'étais accompagné par un de mes collègues ufologues également, qui m'a assisté plus précisément au cours de cette enquête, de manière à pouvoir noter, disons, des choses ou poser des questions qui auraient pu m'échapper, comme cela peut arriver dans la plupart des cas. Donc finalement, que s'est-il produit dans ce petit village, ou tout au moins dans la ferme, véritablement à l'écart, situé derrière un groupe ou un rideau d'arbres, ce qui la rendait d'autant plus étrange, à propos justement de tous les phénomènes qui s'y sont produits. Donc j'ai rencontré, en définitive, la dame, une dame d'un certain âge, âgée, sa fille en l'absence de son petit-fils qui lui était absent, disons, et probablement fatigué du nombre d'interviews qu'il avait dû subir vu son jeune âge. Il avait 12 ans à l'époque. Il avait 12 ans à l'époque, sa grand-mère avait 62 ans et sa mère 37 ans. Bien, alors, les faits sont terriblement compliqués, chronologiquement parlant, je veux dire, hein. À savoir que déjà, dès le départ, dans la pièce principale où ces gens-là vivent, qui sert de salle à manger un peu comme beaucoup de personnes vivent à la campagne, on y vit, on y mange, on y écoute la radio, il n'y a pas de télévision chez ces gens-là. Comme par hasard, les phénomènes ont commencé par la chute d'un portrait de l'aïeul, qui elle-même était plus ou moins sensible à la pratique des tables tournantes. J'ai d'ailleurs noté le jour de mon enquête, de cette enquête préliminaire, l'œil relativement profond et noir de la grand-mère, sans vouloir pour autant lui attribuer quelconque pouvoir de sorcellerie ou autre. N'empêche que ce portrait-là est tombé plusieurs fois, régulièrement, pratiquement à la même heure, sur le sol carrelé de la pièce principale. En présence de l'enfant. En présence de l'enfant, naturellement. Bon. Aucun autre témoin, si ce n'est que la mère et le fils, n'ont pu assister à ce genre de phénomène. Alors, à la suite de quoi se sont enchaînées toute une série de catastrophes considérées comme telles par les personnes qui vivaient ces choses, telles que la valse d'objets, d'ustensiles, appelons-les comme ça, de cuisine, qui sortaient très exactement d'une, comment dirais-je, comment appelle-t-on ça, Jimmy, je m'excuse, non, mais d'une boîte dans laquelle on range la vaisselle en principe, une ménagère, voilà, très précisément. Ces ustensiles-là provenaient, pour la plupart, de cette ménagère enfouie sous une pile de linge, dans une armoire fermée à clé, je précise, dans une salle, dans une pièce, excusez-moi, qui se trouvait ailleurs, porte fermée à clé également, de la porte, qui communiquait avec la pièce principale dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui venait se ficher à droite et à gauche, dans un mur de torchis recouvert de papier peint, au nid à la barbe, en somme, des témoins qui en restaient médusés. Il ne faut pas se moquer des gens qui sont victimes de phénomènes de hantise. Il y a aussi un problème qui est extrêmement gênant. C'est celui des charlatans qui, entendant parler d'un phénomène de hantise, se précipitent auprès de ces gens qui sont dans le malheur, dans l'angoisse, et qui lui disent, moyennant une rétribution modeste, quelques milliers de francs, pour le moins, je vais vous enlever ces fantômes, etc., je vais exorciser, et avec beaucoup de simagrées, ils font un rituel, et s'il n'y a plus de fantômes, bon, évidemment, ils n'ont pas de peine à les chasser. Je ne citerai pas l'endroit, parce que les personnes continuent d'habiter ce lieu. J'avais fait une enquête dans un lieu tout à fait hanté. Et l'un de ces guignols de charlatans s'était proposé de renvoyer les fantômes à leur demeure éternelle pour qu'ils ne viennent plus hanter ce lieu. Alors, le bonhomme avait fait un rituel avec l'eau bénite, avec des machins, etc. Il me paraissait parfaitement ridicule parce que ce n'était pas un prêtre.
Et brusquement, des phénomènes paranormaux extrêmement violents, des déplacements d'objets, des bouteilles qui sautaient contre les murs, et un plat de métal, une cocotte, je ne me rappelle plus, a sauté d'une étagère. Alors je vous garantis que le chasseur de fantômes, il a pris ses jambes à son cou, il a oublié ce matériel et je crois qu'il court encore. Et il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas toujours dans les hauts lieux, dans les magnifiques châteaux, dans les demeures anciennes que se manifestent les fantômes. J'ai enquêté dans la banlieue d'une petite ville du Midi sur un phénomène de hantise. C'était une HLM et je m'y suis rendu sur l'appel affolé d'une dame qui vivait là avec son petit garçon. Et je suis arrivé, elle m'a montré dans le couloir, dans le hall d'entrée, une bouteille de brillantine qui avait été jetée au sol et la brillantine s'était répandue sur le sol. Cette dame me montre un grand S qui avait été dessiné sur le mur. Et elle m'explique qu'elle vit seule avec son enfant qui a 7 ou 8 ans et qui est présentement dans la salle de bain. Alors je lui dis, faites venir le gamin, nous allons nous installer dans le living. Et je bavarde un peu avec l'enfant qui était intimidé de voir ce bonhomme qu'il ne connaissait pas. Et j'essaie de gagner un peu sa confiance, je plaisante, je lui parle de l'école. Alors je lui demande s'il éprouve quelque chose de particulier pendant que ces phénomènes se produisent. Il me dit non, peut-être une certaine anxiété. Alors je crois comprendre aussi que cet enfant souffrait du fait que sa mère semblait séparée de son mari, donc du père de l'enfant. Et nous parlions, et de la porte de la salle de bain, qui était entrouverte, jaillit un tube de dentifrice. Ouvert, qui tombe sur le sol, et un peu de dentifrice s'est mis à couler. Bon, l'enfant n'était pas dans la salle de bain, il était avec nous en train de parler. J'avais amené avec moi Maurice, je ne dirai pas son nom, qui est un vieil ami à moi, qui pratique un peu l'exorcisme, je précise bien, de façon bénévole. Et voyant cette femme très inquiète, chagrinée, et avec de la peur par-dessus cette inquiétude, je lui dis, si vous voulez, mon ami Maurice peut faire quelque chose pour tenter d'éliminer ces tracasseries. Elle m'a dit, mon Dieu, je vous en supplie, faites-le. Alors Maurice a récité quelques prières particulières et nous avons encouragé cette dame. Nous sommes partis et le lendemain soir ou le surlendemain soir, cette dame m'a téléphoné, elle m'a dit, écoutez, c'est fantastique, nous vivons dans le calme et nous pouvons de nouveau dormir. Est-ce que les prières ont suffi? Est-ce que le fait que 2 étrangers débarquent dans cette maison, ces étrangers ont-ils chassé cette entité? Je ne sais pas. L'important était que les phénomènes de hantise ont été stoppés. Et cette femme et cet enfant ont pu ensuite vivre en paix. Alors après ces quelques exemples de hantise, je voudrais parler d'un cas plus curieux. À l'Orgue dans le Var, habitait Rob Julien. Il n'habitait pas n'importe où, il habitait une ancienne commanderie templière, dont on trouve la trace vers 1150, 1200. Rob Julien était un peintre tout à fait remarquable, nous allons le voir. C'était un homme athée, mais avec un cœur gros comme une maison, un type adorable, qui m'avait été présenté par mon confrère et ami Guitarade. Alors nous allons, non pas le retrouver, il n'est plus de ce monde, mais nous allons voir Marie, Julien, son épouse, et nous allons voir tout ce qui s'est passé dans les murs de cette demeure très étrange. Nous sommes dans la maison de Rob Julien, qui était, on doit malheureusement employer le passé, Rob
ton époux, qui peint cette toile si extraordinaire que nous allons voir au gré de notre entretien, n'a pas commencé à peindre à l'ordre. Non. C'était le plus jeune peintre d'Aix-en-Provence. C'était l'enfant prodige de la ville. Il peignait, au début il était mystique. Ça a impressionné son père qui lui a fait faire des natures mortes, des paysages comme tous les autres peintres. Et après on a été sur Nice. Alors là il peignait sur la prostitution. C'était des toiles à message aussi. Et il ne croyait plus en Dieu, ni au Christ, en rien du tout. Et arrivé ici, il a eu un flash sur le Christ en croix. Et puis il m'a dit, mais c'est idiot, puisque je ne crois plus en Christ, je ne vois pas pourquoi je l'ai vu. Et puis quelques jours après, il a vu une vierge, et après des soldats religieux. Mais comme il n'avait pas tellement d'instructions, il ne savait pas du tout ce que c'était. Et ce sont des gens de l'extérieur qui lui ont dit, ce sont des Templiers. Alors tout est venu à partir de ce moment-là. Alors ça date de 16 ans à peu près. Son œuvre majeure, c'est ici qu'il l'a peinte. Ah oui. C'est ça. Oui. Alors nous sommes à côté d'un personnage tout à fait impressionnant. Oui. C'est un Templier qu'il a fait lui-même aussi. Oui. Il a peint combien de toiles? Il en faisait à peu près une centaine par an. Alors 16 ans, mais c'est-à-dire que 2 ans avant sa mort, il a écrit 2 bouquins. Donc il peignait beaucoup moins. Dans ce lieu, plus maintenant apparemment, mais avant, se sont produits des phénomènes paranormaux. Et là, on a un puits de 8 à 9 mètres de profondeur, d'après tous les radiesthésistes. Et là, mon mari a mis une sonde de 4,50 m, parce que le plafond fait 4,50 m, et il a enfoncé cette barre dans ce puits. Mais ça rentre très très bien, il n'y a pas de pierre, il n'y a rien, c'est une terre fine, un peu comme du talc ou de la chaux, on ne sait pas ce que c'est. Et là, tous les radiesthésistes ont dit c'est un puits. Bon, alors c'est là que mon lit est à la verticale de ce puits, et c'est là qu'à minuit, un jour, alors la date, je ne m'en souviens pas, mais vers les minuit, en plein été, on a entendu des chants grégoriens tous les deux. Voilà. Après... Alors je précise, Marie, pour les amis qui nous écoutent, que ce n'est pas une HLM. Non. C'est un site avec des murs-mètres énormes. Il est hors de question d'imaginer que c'est le voisin ou la voisine qui, à minuit, écoutait les chants grégoriens. Non. Ça, c'est exclu. Puis en plus, les voisins d'à côté n'écouteraient pas ce genre de musique, de chant non plus. Je ne pense pas, non. Mais il aurait voulu faire des fouilles, mais il a toujours eu des rêves pour l'empêcher de faire. Des rêves prémonitoires qui l'ont empêché, qui l'ont déconseillé, parce qu'il avait peur que la maison devienne négative, alors qu'elle est très positive, elle attire les gens. Et c'est dans cette maison qu'il voyait tous ces flashs. Parce qu'il ne voyait pas de flash à Nice ou ailleurs, hein. C'est ici, à l'orgue. Il semble que c'est, donc d'après ce que tu viens de nous dire, que c'est bien ici qu'il a eu une révélation, qu'il a changé de athée qu'il était, il est devenu croyant. Pas pratiquant. Roi Julien, tout athée qu'il était, devint croyant. Cette métamorphose, je crois que c'est la résultante d'une osmose entre lui, bien sûr, et son environnement qui parlait, qui était imprégné, et il a su tirer profit de ces messages venus du passé, et cela l'a aidé dans son art. Et toi et Robert avez vécu certains types de phénomènes, et ici même, là où nous sommes, maintenant, aujourd'hui, vous avez vécu quelque chose d'insolite. Veux-tu nous dire comment ça s'est passé? Oui, il y avait mon mari assis là, il y a peut-être 5-6 ans, je ne sais pas la date exacte, et il pleuvait dans le village, et à un moment donné, il me dit, il pleut, mais on est très bien dans notre maison, on est à l'abri. Et à cette oreille qui ne marche pas du tout, j'ai entendu, il va pleuvoir dans ta maison, il va pleuvoir dans ta maison. Et j'ai pas eu le temps de prévenir mon mari, et on a pris comme un seau d'eau au-dessus de cette lucarne qui nous est tombée dessus. Et l'eau est tombée en arrondi. Et elle est restée 8 à 10 jours, ça n'a pas séché. Mais Rob a voulu vérifier. Oui, alors il est monté au-dessus, parce qu'au-dessus c'est son atelier de peinture d'été. Il est monté, comme au-dessus il y a une lucarne, il a pensé que la lucarne était restée ouverte. Et la lucarne était fermée, il y avait une toile d'araignée dessous, et aucune gouttelette. Et il y a un lino aussi,
Sous le lino, c'était tout sec, archi sec. Alors on ne comprend pas du tout d'où cette eau est arrivée. Alors, sans préjuger de la nature de ces phénomènes, Oui. qui ressemblent à certains phénomènes de hantise. Oui. Bon, toi, tu as vécu ça, ton époux aussi, vous avez eu, tu m'as dit, 54 cas, ce qui est assez impressionnant. Quelle sensation as-tu retiré? C'est négatif, positif? Pour moi, c'est pas négatif, je pense pas. Parce que sinon, j'aurais pas pu tenir ici. Parce que comme je ressens les mauvaises maisons, j'aurais pas pu tenir. Et surtout que maintenant que mon mari est décédé, j'aurais pas tenu le coup, hein. Je pense pas. Hein. Moi, je peux dire Non. que... Parce que tous les gens qui viennent chez nous, ils repartent à 9 h du soir, ils sont bien, ils sont heureux. Je pense pas que ce soit négatif, pas du tout. Puis ils peignaient que des Christ, des Vierges. Il n'a jamais peint le mal, alors non, je pense pas. Moi, c'est aussi l'impression que j'ai retirée. Ouais. Nous sommes venus avec l'IMSA, nous étions 70 ou 80 personnes. Ouais. Tout le monde ne tarissait pas d'éloges devant ces toiles extraordinaires et repartait gonflé, entre guillemets, tu vois, régénéré, apaisé. Ouais. Oui, parce qu'il y en a quand ils ont des soucis, ils me disent on repart, on est chargé comme un peu comme une batterie que tu rechargerais, tu vois. Voilà, ça fait un peu ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce lieu, évidemment chargé, au cours des siècles se sont manifestés certains phénomènes, probablement de grands esprits, ils sont venus, ils ont vécu, et puis c'est un peu normal que Rob Julien, avec ce talent extraordinaire, y ait vécu, y ait donné l'empreinte de son âme, qui était une âme en paix. Hein? Moi, je m'appelle d'un homme adorable. J'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal de Rob. Je crois que c'est un peu encourageant, et de savoir qu'on peut venir aussi non seulement admirer son talent, son message, sa lumière, mais aussi se recharger. On peut, je crois, parler d'une autre dimension, d'un univers parallèle, d'interférence entre un monde autre que le nôtre, tout aussi matériel, mais à un niveau vibratoire différent. Et peut-être que l'interface qui sépare ces deux mondes, ces deux dimensions, sert de filtre révélateur. Et c'est peut-être des gens, tout comme nous, qui de temps à autre interfèrent dans notre dimension, et on les prend pour des fantômes venus de notre lointain passé. L'explication est peut-être plus compliquée encore. Il y a cela, il y a aussi des gens, effectivement, des entités, entre guillemets, qui viennent de notre lointain passé. Il y a aussi quelque chose de beaucoup plus mystérieux. Voici, peut-être 25-30 ans, aux États-Unis, une famille, le mari, l'épouse et les deux enfants, regardent la télévision, alors on montre un lit sur lequel gît un monsieur âgé, les mains sur l'abdomen. Alors ils disent, bon, c'est encore une publicité pour un embaumeur, vous connaissez le slogan, mourrez, nous ferons le reste. Et ils changent de chaîne, c'est la même image, ils changent encore de chaîne. Et sur toutes les chaînes, c'était la même image. Ils sont quand même surpris. Ils interrogent les voisins ont des programmes tout à fait normaux, ils reviennent chez eux. Et madame, enfin l'épouse de ce monsieur, pousse un cri. Car elle dit à son mari, mais regarde, c'est mon père sur son lit de mort. Son père, George Shutt, c'était son nom, était apparu. Alors on a fait venir la police. On a fait venir des techniciens de la télévision, parce que ça a duré, je crois, 3 semaines. Et chaque fois, l'image persistait un peu moins. La première fois, elle a persisté pendant près d'1 heure. La seconde fois, pendant 40 minutes. Après 30. Et ça s'est amenuisé dans le temps. On n'a jamais pu expliquer comment ce phénomène s'était produit. Dans la très abondante littérature consacrée aux phénomènes paranormaux, aux phénomènes de hantise, aux lieux hantés, j'ai sélectionné 3 titres. Les fameuses maisons hantées de Flammarion, aux éditions J'ai lu, qui est une sorte de bible des apparitions. De Jean Prieur, dans le livre de poche, Les morts ont donné signe de vie. Et enfin, une encyclopédie des fantômes excellente de Daniel Cohen, aux éditions Robert Laffont, dans les fameuses énigmes de l'univers. Je signale enfin la réédition
du livre du paranormal que j'ai publié il y a une vingtaine d'années. Il paraîtra probablement en 1993 aux éditions Vaugirard, dans sa collection de documents. Les vortex, les phénomènes liés aux univers parallèles abondent dans la science-fiction. Mais est-ce qu'il s'agit seulement de science-fiction? J'ai utilisé moi-même dans nombre de mes ouvrages ces thèmes des univers parallèles, des autres dimensions. Nous pourrons y revenir le cas échéant. Pour nous informer, nous nous sommes rendus aux Presses de la Cité à Paris et nous avons été les hôtes de Martin Soliren et Bianca Froneyroth aux éditions Vaugirard. Ils étaient en pleine réunion avec leur staff et nous avons là rencontré Raymond Audemarre. Raymond Audemarre, tu es un vieux de la vieille de la science-fiction, tu as fait des critiques littéraires depuis très longtemps, tu es un adaptateur, tu travailles d'ailleurs sur des bouquins tels que ceux de Blade, le fameux héros, n'est-ce pas, dirigé par Gérard de Villiers. Tu es directeur d'une collection aux éditions Vaugirard. Parlons aussi quand même de confrères qui ont usé et abusé pour le plaisir de leurs lecteurs, d'ailleurs, des vortex. C'est vrai que les plus grands de la science-fiction ont utilisé le thème des univers parallèles parce que c'est une façon extraordinaire de présenter un autre monde, une autre conception du monde ou de l'univers, sans avoir à passer par le médium qu'est le voyage spatial. Donc le changement d'univers, le passage par un vortex, par un trou, par une déchirure, par une brèche. Je crois que tous les termes ont été utilisés depuis Sheckley ou Sprague de Camp ou Dick ou tous les autres auteurs qui sont intéressés au sujet. Et puis on peut même se dire qu'il y a très longtemps, Rice Burroughs, quand il écrivait les histoires se passant sur Mars, eh bien son vaisseau ne partait pas de la Terre. Il n'y avait pas de vaisseau, à vrai dire. Le personnage simplement regardait Mars d'un ciel et puis en quelque sorte il tombait dans une espèce de trou, dans une espèce d'autre univers et il se trouvait transporté directement sur la planète Mars. Alors c'est vrai que voilà, et c'est vrai que c'était extrêmement facile. C'était un petit peu utilisé à l'origine, je crois, comme une facilité parce que bon, ça évitait de se poser des questions sur le voyage. Voilà, tout à fait. Mais d'autres auteurs beaucoup plus récents, comme Sprague de Camp avec De peur que les ténèbres, utilisent le thème de façon vraiment assez extraordinaire puisque son personnage, qui est un professeur d'université, tout simplement un jour, il tombe dans une sorte de trou et ce trou est un trou temporel puisque le vortex ou la possibilité de sortir de l'univers est utilisée non seulement dans sa dimension spatiale, mais également souvent dans la dimension temporelle. Et là, il va se retrouver donc à la fin de l'Empire romain, et il va introduire le zéro dans les mathématiques, il va essayer de modifier la société, et se rendre compte que c'est pas aussi facile que ça, quand on est tout seul, de modifier toute une société. Alors, le domaine des univers parallèles, le domaine de ces sas, ces portes vers ailleurs, on peut dire que ce n'est pas que du domaine de la science-fiction. C'est-à-dire que ça a été vraiment, on peut dire, extrêmement exploré par les auteurs de science-fiction, dont toi. Ça vient aussi, je pense, de beaucoup de traditions, de beaucoup de légendes, avec des gens qui disparaissaient, qui réapparaissaient, et finalement on peut se poser la question de savoir sur quoi sont fondées toutes ces légendes. La science-fiction, en fait, a beaucoup utilisé les idées qui flottaient un petit peu dans l'air. Elle a utilisé aussi beaucoup la mythologie, elle a utilisé beaucoup les légendes, les traditions, et finalement on s'aperçoit que, du moins c'est une impression, que cette idée de passage entre des univers parallèles, cette idée finalement de vortex, de brèche, de trous et autres, comme les termes sont utilisés, eh bien elle a des résonances dans la réalité, elle a des résonances dans la légende, mais également dans la réalité. On l'a vu dans certaines apparitions ou dans certains phénomènes qui sont liés au phénomène OVNI, et certains auteurs ont pas mal d'ailleurs réfléchi sur ce point, entre le phénomène OVNI et les univers parallèles. Je pense à Jacques Vallée en particulier. Et c'est vrai qu'il y a eu des épisodes, il y a eu des disparitions pour le moins mystérieuses qui peuvent laisser supposer qu'il y a quelque part des zones, des sas qui permettent d'accéder à un univers ou à un autre. Il y a quand même une affaire qui, moi, m'avait assez fasciné. C'était entre le milieu et la fin des années 70. C'était l'affaire du caporal Valdés, c'est-à-dire ce Chilien qui a disparu au cours de manœuvres, si mes souvenirs sont exacts, ils sont quand même un petit peu nébuleux, et puis qu'on a retrouvé un jour ou 2 jours plus tard, un quart d'heure. Ou un quart d'heure plus tard, et il avait vécu, lui, plusieurs jours. Sa barbe avait poussé, et il était complètement
ébahi, peut-être pas autant même que ses compagnons, de se retrouver un quart d'heure après son départ, alors que lui avait finalement vécu ces journées physiologiquement. L'affaire du caporal Valdés est une affaire parmi d'autres touchant aux univers parallèles. Les vortex font partie de notre réalité. Tania Anciani, nous ne sommes pas à Marseille, mais nous sommes à Mollans-sur-Ouvèze, où tu exerces ton art de cartomancienne. Voilà. Et où je fais mes peintures. Et où tu fais tes peintures. Donc nous sommes autour des années 85-86, peu importe. Et ça se passait boulevard Eugène Pierre. Eugène Pierre. Voilà. Et je remontais toute la rue des 5 avenues. Je passais sur la place du marché et je remontais jusqu'à l'avenue Saint-Pierre. Et lorsque j'arrivais là, je laissais mon chien trotter parce qu'il y avait beaucoup d'arbres et qu'il fallait qu'il fasse ses petits besoins chaque arbre. Et je me suis trouvée, sans m'en rendre compte, dans un jardin, mais un jardin touffu. Je dirais que ça faisait plus forêt que jardin, parce que c'était surtout des arbres, où je ne voyais pas le ciel, ni rien du tout. Par contre, il y avait des roses trémières, qui étaient d'un rose très vif, violent, mais qui avaient des 4 mètres de haut. Et en moi-même, je me suis demandé, j'ai dit, tiens, mais qu'est-ce qu'elle peut mettre comme produit dans sa terre pour pouvoir obtenir des roses comme ça? Et le chien, pendant ce temps, courait dans l'herbe, il se roulait et tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais chez quelqu'un. Alors je me suis naturellement repris, j'ai vite attrapé mon chien et j'ai reculé de 2 mètres. Lorsque j'ai reculé de 2 mètres, je me suis trouvé dans le boulevard. Comme je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait, je suis retourné en avant et j'étais toujours sur le trottoir. Alors j'ai pris mon chien dans les bras, j'ai traversé l'avenue pour regarder de loin. Il n'y avait toujours pas de jardin, il y avait que les maisons devant, le trottoir devant. Mais mon chien, par contre, sentait l'herbe. Il s'était donc bel et bien roulé dans l'herbe. Tu te trouvais tout simplement, entre guillemets, dans si j'avais su, j'aurais avancé. Le fameux vortex qui a son point central au Réformé. Oui, c'est au Réformé. Dans un rayon de 500 mètres autour des Réformés, c'est ça le vortex de Marseille. Plus près du centre de ce vortex, situé au niveau de l'église des Réformés, 2 personnes qui ne se connaissent pas ont été confrontées à une créature inquiétante. Une créature que notre illustrateur Roger Roux a reconstituée en fonction des divers témoignages qui lui ont été communiqués. J'ai le plaisir de retrouver Sultane, que j'avais plus vu depuis des années. Sultane, vous êtes voyante à Marseille, vous êtes revenue assez récemment à Marseille, et il y a bien des années déjà, pour vous déplacer, vous preniez des taxis, etc. Et à cette époque-là, vous habitiez dans un autre quartier de Marseille, et vous aviez pris l'habitude de voyager avec un chauffeur de taxi qui se prénommait Benoît. C'est exact. Voilà, alors un soir, vous appelez Benoît, vous avez une course à faire, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes partis du 16e arrondissement de Marseille. Nous sommes descendus vers la gare Saint-Charles, pris le boulevard de la Liberté, et c'est à ce moment-là qu'il y avait un silence minéral. Nous sommes descendus la rue de la Grande Armée. En bas de la rue, le chauffeur de taxi rouspétait après une voiture qui était là, mal garée. Comme un bon Marseillais, il insulta la personne et monta sur le bord du trottoir. Et en l'insultant bruyamment. La personne s'est retournée vers nous et ce n'était pas un être humain, elle ressemblait plus à une grenouille qu'à autre chose, comme si ses yeux étaient en décalage, son nez et sa bouche aussi. C'était une femme, c'était pas un homme. Je pense que c'était une femme, je ne peux pas affirmer puisque je n'ai pas vu le bas de son corps, mais ni la voiture, ni le personnage n'était de notre époque, ni de notre vie actuelle, ni de notre monde. Ça ressemblait à tout sauf à rien.
Sultan, il faut préciser que c'était en plein été, ça. Oui, oui, c'était en plein été, c'était au mois de juillet. Il était 8 h du soir, 8 h, 8 h 30. Et bon, à ce moment-là, il devait avoir beaucoup de monde, parce qu'au mois de juillet, il y a toujours beaucoup de monde entre le boulevard de la Liberté et les Réformés. Et là, il n'y avait personne, pas un chat, pas un bruit, rien. Du coin de la rue de la Liberté jusqu'au bas des Réformés, jusqu'au restaurant L'Adagio, il y a eu un silence minéral. Et alors vous m'aviez dit, il me semble, parce que les souvenirs, ça fait 10 ans, oui. Il me semble que vous m'aviez dit que ce qui vous avait surpris, c'est que la traversée de ce grand carrefour en haut de la Canebière s'était passée sans heurts, sans secousse. Sans secousse, comme si la voiture avait volé, comme si elle avait même traversé des maisons, parce qu'après j'ai été sur place pour tomber, enfin faut faire faut tourner, et là c'est comme si on avait été tout droit jusque devant l'Adagio, c'est comme si les maisons n'avaient plus existé, ce qui est une chose complètement phénoménale. Et quand il est tombé dans cette rue, il y a eu du bruit à nouveau, beaucoup de bruit, les voitures, on les entendait, on entendait le bruit à nouveau. J'avais décrit certains phénomènes d'interaction avec les vortex dans cette région au cours de mon ouvrage documentaire Le Monde étrange décontacté, qui est totalement épuisé et dont l'édition revue augmentée est parue aux presses de la Cité sous le nom Nos maîtres les extraterrestres. Et c'est grâce à ce livre que le radiesthésiste Gérard Jourdan a pu nous amener un autre témoin. Et Gérard Jourdan va nous en parler. Nous sommes sur le parvis de l'église Saint-Vincent de Paul, plus connue à Marseille sous le nom de l'église des Réformés. Et Gérard Jourdan, toi et moi, nous connaissons depuis 1984, je crois. Oui. Et je voudrais que tu nous expliques ici comment tu as été amené à rencontrer le témoin que nous allons interroger tout à l'heure, que nous appelons Bernard. C'est très simple. L'été dernier, j'ai consulté une personne qui s'appelle Aude et qui me dit « Je me trouve mal, j'habitais plus exactement la rue Adolphe Thiers à ses débuts et j'ai vécu des expériences troublantes. J'ose pas en parler parce que j'arrive pas à expliquer les faits. Alors elle sait que je pratique la radiesthésie, tout ça, et elle se confie à moi et elle me dit « J'explique pas par la logique ce qui peut se passer. Je constate qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans ce secteur. » Et je suis peut-être un peu folle. Elle me dit, je dis non, pas du tout, je la rassure. Je lui dis, vous n'êtes pas la seule à avoir rencontré des phénomènes bizarres, puisque, voilà, je me souviens, en 84, avec Jimmy Gueux, nous avons fait une expérience, et je prends sur ma bibliothèque ton livre, Jimmy, et je lui fais lire donc un des passages, des pages 91-92 par là, qui cite cette histoire ici. Elle me dit, mais ces faits sont troublants, est-ce que je peux emprunter le livre? Elle me dit, je vais le confier, il n'y a aucun risque donc pour l'ouvrage, à mon ami Bernard, qui est très intéressé, qui vit dans ce secteur et qui est très intéressé. Donc je lui confie le livre et quelques jours après, donc Bernard m'appelle au téléphone, il me dit mais c'est quelque chose d'affolant ce qui m'arrive, c'est que l'histoire qui est contée par Jimmy Gueux dans ce livre qui date de 84, je l'ai vécu moi-même il y a de cela 2-3 mois seulement et c'est exactement ce qui s'est passé. Bernard, vous avez vécu en juin 1992 une étrange aventure. Vous étiez dans le quartier des Réformés en haut de la Canebière. Où étiez-vous exactement? Je descendais la rue de la Grande Armée. Et je suis arrivé, j'étais en voiture, j'ai stoppé en bas de la Grande Armée au feu rouge. Et à ce moment-là, une voiture est arrivée sur ma gauche, elle s'est garée sur ma gauche, à ma hauteur. Elle était seule et je ne l'ai pas vue arriver. Je pense qu'elle devait venir d'une des rues qui était perpendiculaire.
Et elle est sortie, elle est venue se garer juste à côté de moi. Et puis, quand je de nouveau regardé devant moi, je me suis aperçu que la personne avait un teint un peu spécial, c'est-à-dire qu'elle était vert olivâtre. Et bon, étant dans une profession médicale, je me suis de suite dit que la personne devait être atteinte d'une maladie ou un peu spéciale, une hémochromatose. Et puis j'ai retourné la tête. Et à ce moment-là, j'ai remarqué la coiffure de la personne. Elle présentait une coiffure style afro, oui, coiffure afro. Pas cheveux boulonnés, comme on dit, mais cheveux lisses, un peu étirés, mais volumineuse. Et cette coiffure présentait dans sa couleur différents points blancs, des blancs. C'était une femme. Je pense que c'était une femme. Hein. C'était assez massif quand même. Hein. Ce qui m'a fait un peu douter, parce que je me suis dit que c'était peut-être un travesti. J'ai remarqué qu'elle avait un nez assez busqué. Cette personne avait un nez assez busqué. Et que surtout les yeux avaient un aspect lumineux. Pas phosphorescent, mais lumineux, et qu'ils étaient verts, des yeux normaux, mais verts, mais lumineux. Et l'attitude de la personne était un peu penchée sur son volant, et elle ne regardait pas à droite, ne regardait pas à gauche, elle était sur son volant, et elle avait une espèce de petit mouvement comme ça. Alors là, il s'est passé une chose, le feu est passé au vert, et puis j'étais un peu, bon, je me suis dit... Dans toute cette phase, j'étais un peu gêné d'avoir observé ce genre de choses, et un peu gêné de regarder attentivement cette personne. Donc j'ai accéléré. Et à ce moment-là, en accélérant, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de voiture. Les gens sont en vacances, j'ai dit, mais au mois de juin, ils ne sont pas en vacances. Et à cette heure, il devrait y avoir des voitures. C'était quelle heure? Je crois, ou c'était vers, je ne veux pas dire bêtises, ou vers 11h, ou vers 6h d'après-midi. Mais je ne me rappelle plus, parce que... Enfin, à une heure où il y a quand même de la circulation. Oui, à une heure, à une période où il y a de la circulation. À ce moment-là, je suis arrivé sur le rond-point des Réformés, au niveau de l'église. Et là aussi, il n'y avait personne, pas une voiture. J'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, je n'ai pas vu une seule voiture. Et à ce moment-là, j'ai traversé le carrefour, je me suis engagé dans la voie de Fautière. J'ai senti, à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on avait ouvert des fenêtres derrière moi. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait un carrefour avec une vie extraordinaire. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable, ça fait une seconde que tu es passé, il n'y avait rien. Et là, ça fait 3 secondes que tu es devant, et maintenant, il y a une animation impensable. Un petit commentaire sur cette manifestation curieuse. Car le quartier est vide. Pourquoi? Parce qu'ils ont basculé dans une autre dimension. Et là, l'activité reprend brusquement. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de sortir de cette zone ultra-dimensionnelle. Ils sont revenus chez nous et tout s'anime. Mais pour ce qui concerne Sultan et Bernard, il semble qu'il y ait eu des séquelles physiologiques. Nous allons en parler. Il faut dire, Sultan, c'est que vous avez revu ce chauffeur de taxi. Oui. Et il y a eu certaines transformations en sa personne. C'était un homme, je crois qu'il y avait une soixantaine d'années, les cheveux blancs, quand vous me l'avez présenté après l'incident. Et après, il y a eu autre chose. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon, entre 1983 et 85, je pense que je l'ai rencontré septembre 85, cet homme avait rajeuni. Il avait rajeuni au niveau artère, au niveau même de son corps, il avait rajeuni au moins de 30 ans. En plus, il avait une peau pigmentée marron foncé en 83. Et comme nous l'avons vu dans mon ancien bureau, il avait une peau plus claire. Et il avait la peau complètement lisse. Il n'avait plus une trace sur le visage. Vous avez des personnes qui vieillissent plus que d'autres, mais alors dans votre cas, il est vrai que moi je viens de vous revoir tout à l'heure, avant de passer devant la caméra, et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a plusieurs années. 86. C'était à 86, donc ça fait quand même. Et vous avez, je n'ose pas dire que vous avez rajeuni, pour que vous ne croyez pas que c'est un compliment, mais c'est presque ça. Je ne change pas et je me sens...
On doit ce phénomène heureux probablement à ceux qui, ce jour-là, ce soir-là, ont ouvert une porte sur une autre dimension qui vous a permis de passer et de revenir. Sans ça, vous ne seriez pas là aujourd'hui. La seule chose bizarre, ça s'est passé 2 mois après, quoi. J'ai quand même pris 2 coups sur la tête. Est-ce que c'est une coïncidence ou quoi? Avec une massette. Et il faut bien le dire, je suis encore là, hein. Je ne dirais pas exactement comment ça s'est passé. Mais ça m'a un peu surpris d'être aussi résistant. Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est une agression que vous avez subie? Oui, c'est une agression. J'ai subi une agression. J'ai reçu 2 coups sur la tête. Et j'ai été quand même surpris de résister à cette agression, quoi. Ces 2 personnes, même 3, si l'on invoque Benoît, le chauffeur de taxi, que nous n'avons pas pu retrouver, semblent avoir été ressourcés par leur passage dans ce vortex. C'est aussi un peu le cas de ce qui s'est produit en 1979, lorsque dans l'affaire Cergy-Pontoise, ce garçon qui avait été enlevé à Cergy-Pontoise donc, lorsque ce garçon et ses camarades venus à Marseille ont été confrontés à ce phénomène, du moins Jean-Pierre Prévost, il l'a rencontré devant les réformés au Rio, cette entité extraterrestre qui se déplace tout au long de l'affaire Cergy-Pontoise. Et Jean-Pierre Prévost, qui avait fait des nuits de veille, après avoir rencontré cette entité devant les réformés, donc en plein dans le vortex, s'est senti très bien. Il disait textuellement « j'avais une pêche extraordinaire ». Lui aussi avait été ressourcé. Certains vortex sont en corrélation avec des zones chargées de l'histoire. C'est le cas de Théopolis, la cité des dieux. Non loin de Sisteron existe une pierre gravée en latin qui atteste de l'existence de ce site antique à l'époque romaine. Et Roger Coréard, qui est un érudit, qui est un peu la mémoire de ce lieu étrange, nous lui avons demandé d'être notre guide et nous allons le suivre. Roger Coréard, nous sommes devant la fameuse pierre écrite. C'est cette route qui va de Sisteron à Saint-Géniès. Cette pierre écrite, elle remonte à l'époque romaine. Oui, elle remonte au début du 5e siècle. Au début du 5e siècle. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? Alors, c'est très mystérieux. Cette pierre n'est pas datée, mais il est question d'un grand Romain qui se nomme Claudius Postumus Dardanus, qui était préfet du prétoire des Gaules de 409 à 414. Or, comme on parle de Dardanus en tant qu'ex-préfet du prétoire, ex-gouverneur de la Viennoise, ex-questeur, donc c'est après sa dernière fonction, son ultime fonction de préfet du prétoire des Gaules. Donc cette pierre est datée en gros de 415 à 420. Alors, ce qu'elle nous dit, elle dit que Dardanus, son épouse Névia Gala et son frère Lépidus, qui fut gouverneur de Germanie première, aux environs de 395, ont fait ouvrir une voie praticable qui conduit vers le lieu de Théopolis, locus qui nomen Théopolis est, un lieu qui se nomme Théopolis, lieu qu'ils ont fait fortifier par des murs et des portes, et ceci pour la sécurité de tous. Ce tableau, présent dans une église de la région, est, d'après Roger Coréard, une représentation de Théopolis. Roger Coréard, nous avons gagné en hauteur, nous sommes en altitude et nous avons à côté de nous la chapelle Notre-Dame de Dromont. C'est un site mystérieux, mais pourquoi? Bon, d'abord de la façon dont cette chapelle a été reconstruite. Après les guerres de religion, tout a été détruit dans la région. D'après une lettre du curé de Saint-Génier de 1656, là derrière nous, en 1656, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'un énorme tas de cailloux sur lequel était une croix en bois, au pied de laquelle les bergers, les paysans du coin venaient prier. Un jour, un petit berger, Honoré Mas, 12-14 ans, était en prière. Il a entendu
entendu la voix de la Sainte Vierge qui lui disait, avant, ici, il y avait une chapelle qui m'était dédiée, je voudrais qu'elle soit reconstruite. Le petit berger a creusé, a découvert des débris de construction, en a parlé à son père, qui en a parlé au curé du village, qui en a parlé lui-même au seigneur de Dromont, lequel seigneur de Dromont a ramassé gratuitement une corvée de paysans, et il s'est mis à faire déblayer le tas de pierres. Et on a trouvé effectivement les débris d'une chapelle qu'on a reconstruite. Et en creusant, on a percé le sol et on est tombé dans cette fameuse crypte qui est en dessous. Donc on peut dire que la redécouverte de cette crypte, qui est pratiquement indatable, nous est venue par intervention divine. Et alors dans ce site, il y a aussi les rochers de Dromont. Cet énorme effondrement entre deux masses de roc qui ressemble à un serre-livre. Oui, un serre-livre, exactement, oui. Bon, alors on peut supposer, vu les énormes éboulis de rochers qui sont en dessous, en direction du torrent du Vinçon, parce qu'on a une déclivité de 60% et un ravin qui est à 300-400 mètres de profondeur, où coule le torrent du Vinçon. Alors, vu d'en bas, ou vu d'en haut, peu importe, on a l'impression qu'il y a eu un effondrement entre les deux. D'abord, des géologues m'ont dit qu'il y avait très certainement un sommet qui reliait les deux. Bon, il y a 10 000 ans, il y en a 2000 ou il y en a 1500, on l'ignore totalement. Mais le fameux locus qui nomen Théopolis est dont parle la pierre écrite de Dardanus, c'est-à-dire un lieu qui se nomme Théopolis, moi je pense que c'est plutôt les rochers de Dromont. Vu l'importance mystique, ésotérique de ce rocher, bon, c'est là que je place Théopolis. Quand Dardanus est venu, Pierre écrite nous dit qu'il a ouvert une voie praticable qui conduisait au locus de Théopolis, qu'il a fait fermer par des murs et des portes. Or cet endroit est très difficilement fortifiable. Alors je pense plutôt qu'il a fait murer les accès au temple souterrain qui se trouvait sous Dromont. Parce que le légendaire de Saint-Génier veut que sous la chapelle actuelle, il y ait un temple païen. Voilà. Donc moi je pense que Dardanus a fait plutôt murer les accès pour éviter que ce qui était à l'intérieur sorte à l'extérieur. Il se peut très bien que ce soit cela qui est ici. Et il se peut que cette force qui est dans le rocher de Dromont soit à l'origine des très énigmatiques photos qu'à 3 reprises j'ai pris, étalées sur 3 ans, chacune à 1 an de différence, j'ai pris dans cette crypte. En voulant photographier la pierre de fécondité, j'ai pris tout à fait autre chose. C'est dans cette crypte que Roger Correia fut directement confronté à un phénomène étrange relevant des vortex. Le seul homme qui parle officiellement, je dis bien officiellement, de la pierre de fécondité, c'est M. Pierre Colomb, qui a écrit un magnifique livre, Sisteron et le pays cisteronais. Bon, Pierre Colomb, c'est celui qui nous a sauvegardé la forteresse de Sisteron après le bombardement du 15 août 44. C'est celui qui a fait restaurer cette chapelle et une dizaine d'autres chapelles tout autour. Alors, il a dans son livre, il parle justement de cette pierre de fécondité, et c'est le seul qui parle de cette pierre. Il ne dit pas pierre de fécondité, il dit ce bloc de roche que des mains et des lèvres ont poli, peut-être que des femmes venaient demander là des garçons vigoureux pour conduire les troupeaux hérissés de béliers dont le souvenir hante les chapiteaux énigmatiques de la crypte. Alors ces photos, tu les as prises comment? Alors voilà. La première, septembre 90, j'ai voulu prendre la crypte de l'extérieur. Donc je me suis mis à genoux, à l'extérieur, j'ai pris mon appareil que j'ai passé à hauteur de moi, au pif, et j'ai visé le fond de la crypte. Donc j'ai visé la pierre. La pierre, et il m'est pas sorti cela. Il m'est sorti cette fameuse pierre qui n'existe pas là-dedans et qui représente, grosso modo, une pierre verdâtre avec dessus des gros blocs de pierre taillés et sur la pierre verdâtre, une figure fantomatique. Alors on a appelé ça le fantôme de la crypte, on n'y a plus pensé. Et l'année suivante, donc en 91, au mois de juillet-août 91, j'ai voulu donc reprendre à nouveau la crypte, et cette fois, je me suis mis ici. Voilà, ici. Paf, j'ai pris ma photo, toujours avec le même appareil. Et à ce moment-là, il m'est ressorti la même figure fantomatique, exactement dans les mêmes détails, mais plus loin.
plus loin, au lieu d'être, alors qu'elle aurait dû être plus près, puisque en définitive, j'étais bien 1,50 m plus près de la pierre. Mais cette fois, la silhouette apparaît plus loin. Bon, alors cette fois, j'ai quand même été assez troublé. Et l'année suivante, j'ai repris la même photo, j'avais plus de flash pour mon ancien appareil, j'ai pris un jetable, et cette fois, j'ai pris la même photo de la même condition. Et vu que le champ était plus grand, il m'est toujours apparu cette figure fantomatique. Mais à droite, j'avais le montant de ce qui m'apparaissait être comme un tableau, et à gauche, j'avais ce qui m'apparaissait être comme l'angle d'un coffre en bois. Voilà l'explication de ces trois photos, qui, en définitive, l'objet que j'ai photographié se révèle être dans la chapelle supérieure à gauche et à l'étage supérieur par rapport à nous. Et donc, disons, le pot rose m'a été dévoilé par Alain et Colette, un couple qui était venu dans l'équipe de Gilbert Attard, il y a 3 mois de cela, pour tourner une séquence sur Théopolis. J'étais en train d'expliquer, de commenter la crypte à Gilbert Attard et au groupe. Colette et Alain sont rentrés dans la chapelle latérale, me sont ressortis et m'ont dit « Mais ce que tu nous as montré la soirée précédente quand on mangeait une pizza à Saint-Jean-Louis à Entrepierre, c'est à côté, c'est à côté. » Bon, j'ai vérifié, j'ai compris de quoi il s'agissait, j'ai vu que c'était exactement la même chose que sur mes photos. Bon, donc c'était stupéfiant, ahurissant, de tous les qualificatifs peuvent y passer, et ça n'explique rien du tout. Ainsi, en prenant une photo de la pierre de fécondité, Roger Correa a obtenu un cliché d'un endroit situé à l'étage au-dessus. Faut-il voir là les effets résiduels des Fantastic Forces, jadis présentes à Théopolis? La cité des dieux était peut-être une porte sur une autre dimension. D'en bas de la crypte, à 3 reprises différentes, et à mon insu, et là je suis de bonne foi absolument, donc j'ai photographié quelque chose qui se trouvait dans la chapelle latérale en haut à gauche par rapport à moi. Comme une juxtaposition de plans de réalité différentes. Mais oui, mais oui. C'est typique du vortex. Absolument. Est-ce qu'il y aurait une porte induite? Est-ce que, de par le fait qu'il se passe des choses extrêmement curieuses, on peut, je crois, raccorder cela au phénomène des vortex, ces brèches dans l'espace-temps? Mais oui, pour moi c'est ça. Et ce vortex, il se situerait surtout entre les deux pointes. Nous avons le Dromont, mais de l'autre côté, il y a un autre rocher qui actuellement s'appelle le Sabot, mais qui s'appelait le Dromonnet dans le siècle précédent. Et là, il manque quelque chose. Et là où il manque ce quelque chose, il y a un vide. Il y a un vide, il y a un appel. Il y a quelque chose qui manque, et je pense que c'est là le vortex. Les vortex sont souvent associés à des lieux très chargés. C'est ainsi qu'il faudra revenir sur l'affaire Théopolis, où l'on rencontre quand même un certain nombre de similitudes avec Rennes, le château. Il y a une histoire de trésor. Il y a de nombreuses observations d'ovnis, et les ovnis ne sont pas absents de la Provence. Ce livre paru aux éditions d'Haute-Provence en signale pas mal, un livre peut-être un peu timide, un peu frileux. Enfin, il faut savoir lire entre les lignes. Tout cela crée des convergences. On pourrait dire que il a manqué à Théopolis son abbé Saunière, un abbé qui aurait propagé d'autres vérités, d'autres enseignements, d'autres choses secrètes, et qui aurait dépensé sans compter pour que l'on braque les projecteurs de l'actualité sur ces frasques. Ça n'a pas été pris pour Théopolis, qui a gardé beaucoup plus de mystère. Ces vortex sont naturels, ce sont des phénomènes à la frange du continuum espace-temps. Mais s'il existait des vortex artificiels, si une technologie supraévoluée permettait d'ouvrir la porte, ou des portes, fantastique, science-fiction, pas du tout. Nous l'avons vu dans la cassette Omni USA. Nous avons parlé de la Philadelphia Experiment. Un mot de cette Philadelphia Experiment. Nous sommes en 1943 aux États-Unis, à Philadelphie, comme son nom l'indique, et les Américains
se basant sur les travaux de Nikola Tesla, qui était un super génie, et d'Einstein, décide d'étudier les possibilités de rendre invisible un navire pour qu'il échappe au radar. Et ils choisissent l'Eldridge. Là, après des installations hyper sophistiquées, ce navire et son équipage disparaît brusquement de la rade de Philadelphie pour se matérialiser dans celle de Norfolk. Le bond interdimensionnel ou transdimensionnel a été de 640 km. Et de nouveau, après un court séjour, l'Eldridge va se dématérialiser de Norfolk pour venir se rematérialiser dans les installations portuaires de Philadelphie. Alors je vais vous demander ici d'accrocher vos ceintures, de tenir compte que le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Vous allez entrer dans la fantasmagorie la plus délirante et qui est terriblement réelle. Nous avons rencontré aux USA un survivant de l'expérience de Philadelphie. Il l'a vécu. Il était à bord de l'Eldridge. Il n'était pas seul. Cet homme aujourd'hui s'appelle Alfred Bielek, Al Bielek. Pourquoi aujourd'hui? Parce que ça n'a pas toujours été son nom. Du temps de l'expérience de Philadelphie en 1943, il s'appelait Edward Cameron. Nous verrons plus loin pourquoi et comment il a changé de nom. Les préparatifs étaient déjà très avancés pour un test sur un bateau de guerre prévu pour le mois de mars. Tesla était un homme très intuitif. Il a réalisé que les niveaux de puissance qu'il aurait à utiliser pour les champs magnétiques et électriques étaient si énormes qu'il y avait un risque sérieux de dégâts corporels et que l'équipage pouvait même être tué. Donc il est allé voir la marine pour demander plus de temps en disant « Je suis sûr d'arriver à résoudre le problème, mais j'ai besoin de plus de temps. » La marine a répondu que la guerre continuait. C'était une réponse typique à l'époque. « Faites ce que vous avez à faire, vous devez respecter la date de l'essai. » Donc nous avions le choix, soit tester l'équipement tel qu'il était et espérer pour le mieux, soit saboter le test. Il était très concerné par la sécurité de l'équipage. Donc, le jour du test, il mit le matériel en marche et rien ne se passa, à part quelques lampes qui éclatèrent parce qu'elles étaient mal chargées. Il dit que le test était un échec. Il y avait un homme très doué qui s'appelait le docteur Joseph von Neumann. Donc le docteur von Neumann devint le nouveau directeur et dit immédiatement à la marine que ce serait trop long de trouver ce qui n'allait pas et qu'il préférait reconcevoir le système en entier. Alors dans cette affaire, il y a une image qui émerge, c'est celle de John von Neumann, qui est un scientifique de très haut niveau puisqu'il devait travailler ensuite à l'opération de la bombe atomique à Los Alamos. Von Neumann va écarter Tesla. Tesla, dont voici une remarquable biographie classique, parue chez Belin, fort intéressante. C'est lui qui a construit un récepteur radio géant pour RCA, la Radio Corporation of America, qui était la chaîne numéro 1. Ce récepteur, avant qu'il ne le confie à RCA, lui avait permis de capter des messages extraterrestres, d'une espèce humanoïde qui venait des Pléiades, ou d'une confédération de mondes de la région des Pléiades, la région cosmique des Pléiades. Il communiquait. Certains disaient qu'il comprenait une langue étrange que parlaient ses interlocuteurs d'ailleurs. Il a donc été éliminé, mais nous retrouvons dans les années lumière cet ouvrage de Gary Keener paru aux éditions Arista. Nous retrouvons ces êtres des Pléiades qui délivrent ici des messages. Nantis d'un savoir venu des étoiles, de notre monde cosmique, Tesla savait que l'expérience risquait de mal tourner.
J'étais monté à bord avec mon frère Duncan Cameron. Je ne m'appelais pas Al Bilek à cette époque, mais Edward Cameron. J'étais né le 4 août 1916, Duncan en mai 1917. Notre père était Alexander Duncan Cameron Sr., qui était lui aussi dans la marine. Nous étions à l'intérieur du poste de contrôle, derrière un blindage en acier. Les portes aussi étaient blindées. Tout a été normal pendant 30 secondes, et puis nous avons vu les tubes électroniques éclater par vagues. Il y en avait 3000 pour contrôler les bobinages générant les champs. Avec l'interrupteur principal, nous avons tenté de couper l'alimentation, mais les manettes étaient figées et nous n'avons pas pu les bouger. Les conditions se sont aggravées dans le poste de contrôle et nous avons décidé qu'à ce moment, il était temps de partir. Nous avons ouvert la porte blindée et couru dehors. Sur le pont, les marins paniquaient, mais personne n'était encore incrusté au pont à ce moment-là. Tous les deux, nous avons eu un éclair de génie. Sautons par-dessus bord. Nous sommes passés au travers d'un étrange phénomène, qui ressemblait à un tunnel avec des éclairs de lumière ou quelque chose de ce genre-là. D'après ce que nous avons pu estimer, cela a duré 2 minutes. Nous nous sommes relevés sur de la terre ferme, pas dans l'eau, de nuit, dans une sorte de périmètre militaire. On savait qu'on était sur une sorte de base militaire. Des hommes de la police militaire nous ont amenés dans un bâtiment où nous avons pris un ascenseur. Nous avons descendu plusieurs niveaux vers une installation souterraine. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et nous avons été accueillis par un civil. Il nous dit alors « Bienvenue messieurs, je vous attendais. Je suis le professeur von Neumann. » C'était en 1983, comme nous nous en sommes rendus compte plus tard. J'ai demandé « Qui êtes-vous » ? Vous ne pouvez pas être le docteur von Neumann, car il est beaucoup plus jeune et nous l'avons quitté il y a à peine 1 heure. Il nous a répondu « Nous ne sommes pas en 1943, mais 1983, 40 ans plus tard, et je suis le même homme plus âgé de 40 ans. » On était là depuis 12 heures quand il va nous parler. « Messieurs, nous devons vous renvoyer vers l'Eldridge. » Je lui demandais comment il allait faire ça. Il a répondu « Nous avons une maîtrise totale de l'espace-temps, ici, au projet Montauk. Vous devez retourner là-bas et détruire l'équipement, car nous ne pouvons pas le contrôler d'ici. Les générateurs fonctionnent toujours sur l'Eldridge, et il est coincé dans une bulle de l'hyperespace. Donc nous devons vous renvoyer là-bas, et vous devez détruire l'équipement pour que le bateau retourne à son époque normale dans les installations navales de Philadelphie. » Donc ils nous ont renvoyés. Nous sommes arrivés sur le pont du bateau. Nous avons trouvé l'accès à un poste de contrôle et avons détruit l'équipement. Les générateurs ont commencé à s'inverser. On a su que c'était terminé à ce moment-là. On est sorti du poste de contrôle pour retourner sur le pont. Et c'est là que nous avons vu les 2 hommes incrustés dans le pont de métal et 2 autres mélangés au blindage. Un 5e avait la main prisonnière dans l'acier. Je suis passé au-dessus de l'un d'eux qui avait la tête et les bras qui sortaient du métal. Duncan a vu toute cette panique, ces gens mélangés à l'acier, et il m'a regardé l'air de dire « Viens avec moi ». Alors il a sauté et a disparu. Les champs ne s'étaient pas encore effondrés, et il est retourné en 82-83 au projet Montauk. Suite à cette aventure, Edward Cameron va rejoindre le professeur von Neumann à Los Alamos en juillet 1944. 3 ans plus tard, le 4 juillet 1947, il va être arrêté, Cameron, accusé d'espionnage. C'est faux, bien sûr. Mais on l'élimine. Et il va connaître à ses dépens que les technologies de manipulation de l'espace-temps sont aux mains des militaires. Il en aura la preuve, car il va être précipité au Montauk Project, qui est situé à Long Island, qui est une île pas loin de New York. Et là, c'est le fantastique qui l'attend. Donc on m'a emmené à Montauk. Il y avait une base navale là-bas. Après plusieurs heures, on m'a dit de rester debout sur un cercle, dont on parle dans le livre sur Montauk. J'étais entouré de militaires qui m'ordonnaient de ne pas bouger. Il y avait 75 personnes armées autour de moi. Et puis soudain, je n'étais plus là. J'étais de retour au projet Montauk de 1983 dans les souterrains.
Von Neumann me dit « Je n'aime pas ce qui va se passer. Ils vont vous renvoyer en arrière dans le temps, effacer votre mémoire et vous mettre dans une autre famille. Vous allez tout recommencer avec une nouvelle vie. Ils ont l'espoir que vous ne vous rappellerez jamais de ce qui s'est passé et que disparaîtront la mémoire et la personnalité d'Edward Cameron. » Cameron est renvoyé dans le passé. Il régresse, il a 1 an. Et il est pris en charge par une famille qui ne s'appelle pas Cameron, mais qui s'appelle Bilek. C'est là qu'il va devenir Bilek. Il a 1 an. Vous imaginez, une technologie de translation dans le temps. C'est pas de chez nous. Dans cette étrange affaire, l'attitude de Tesla est celle d'un homme sage. Les contacts qu'il a eus avec les Pléiadiens, bien sûr, il ne s'appelait pas comme ça, c'est nous qui avons donné les Pléiades, le nom à cette constellation, semblent être des êtres soucieux de nous éviter quelques problèmes graves, puisqu'il a tenté de sauver l'équipage de l'Eldridge. Il y avait donc, semble-t-il, 2 influences. L'une bénéfique, Tesla, qu'on a écarté, et d'autres, est-ce qu'il s'agissait des grilles? Je n'en sais rien. Mais une influence négative s'est manifestée qui a fait prévaloir des recherches militaires sans trop se soucier de sauvegarder ceux qui y participaient dans l'expérience de Philadelphie. Et tout ceci lié à des déplacements dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et c'est ça qui nous gêne. Oh, on prend un avion, on prend un bus, un taxi, on s'en va en voyage. Mais dans le temps. C'est fou. Ça ne tient pas debout. C'est de la science-fiction. Je crois que non. Nous avons eu, et je le prends pour tel, un exemple historique d'un personnage qui a existé pendant 172 ans. On le voit à cheval sur 2 siècles, fréquentant les plus grandes cours d'Europe, étant invité aux tables royales, ne mangeant jamais. On n'a jamais vu manger cet homme. Il consentait à boire un petit peu, quelques gouttes d'eau associée à de la grenadine, je crois, ou de la framboise, peu importe. Cet homme, c'était le comte de Saint-Germain. Cet homme qui sait tout et qui ne meurt jamais, disait Voltaire. J'ai consacré ce roman, La caverne du futur, au comte de Saint-Germain. Alors, le comte de Saint-Germain, voyageur temporel, hypothèse gratuite, et non. Parce que M. de Belle-Île, qui était un ami du comte de Saint-Germain, nous apprend qu'il utilisait, ou qu'il avait au moins une fois utilisé pour sauver sa vie, un pistolet philosophique. Et que faisait-il ce pistolet? Il projetait un flash de lumière et les gens étaient paralysés. Cette arme que tous les arsenaux du monde recherchent, une arme paralysante. Nous sommes certains, nous les chercheurs, j'allais dire parallèles. Non, nous sommes à l'avance. Les chercheurs avancés, nous avons la certitude qu'elle existe déjà dans le temps et que nous allons un jour, nous aussi, la découvrir. Comme nous découvrirons beaucoup d'événements fantastiques, beaucoup de réalisations étonnantes et beaucoup de choses que nous retrouverons un jour dans une autre recherche sur les univers parallèles ou les vortex.